Tu ne fais plus partie de nous. Ces 6 mots ont détruit une relation de 30 ans et m'ont libéré d'une famille qui ne me voyait que comme leur distributeur personnel d'argent. Ce qui s'est passé ensuite leur a coûté tout ce qu'ils pensaient posséder. Voici comment j'ai démantelé un empire bâti sur mon dos. Mais avant de vous dire comment tout s'est effondré, appuyez sur ce bouton d'abonnement et la cloche de notification, car cette histoire devient plus sombre et la vengeance plus douce. Faites-moi confiance, vous ne voudrez pas manquer ce qui se passe quand ils réaliseront que je n'étais pas seulement de la famille. Je n'ai pas argumenté. J'ai simplement fermé ma part de l'entier, informé le fiduciaire de mon retrait, et déposé la séparation légale de nos actifs partagés. Au lever du soleil, ma sœur a envoyé un message, « Que as-tu fait ?» J'ai juste ri. Puis l'avocat de ma mère a envoyé, « Nous devons parler aujourd'hui. » Je ne me suis pas sentie en colère en le lisant. Je ne me suis pas sentie triste non plus. C'était autre chose, comme un interrupteur qui s'éteint dans ma poitrine. Le message est arrivé à 21h47. Je venais de coucher les enfants et je m'étais assise sur le canapé, enfin prête à manger quelque chose. La nourriture à emporter était encore chaude dans sa boîte, mais je ne l'ai jamais ouverte. J'ai vu la notification s'allumer sur mon téléphone. C'était mon père. Tu ne fais plus partie de nous. C'était tout. Pas de bonjour, pas de nous devons parler. Juste 6 mots qui ont frappé avec le poids d'une décision de justice. Je l'ai regardé, m'attendant à quelque chose de plus. Peut-être une explication, peut-être même une blague. Si malade que cela aurait été, rien. Il l'avait envoyé, lu au moment où il avait été livré, puis s'était déconnecté. J'ai posé le téléphone, me suis levée et j'ai simplement fait le tour de la maison pendant un moment. Pas de destination. Je ne pouvais juste pas m'asseoir. Mon estomac n'était pas noué. Ma poitrine ne me faisait pas mal. C'était plus comme un déclic, quelque chose qui se mettait en place après des années à cliqueter dans la mauvaise douille. 2 jours avant cela, Emma m'avait appelé pour me demander si je pouvais aider pour son prochain paiement de frais de scolarité. Elle était en 2e année d'un programme MBA à Northwestern et avait déjà épuisé le fonds familial. Je n'ai pas dit non. Je lui ai juste dit que c'était devenu difficile pour moi en ce moment. Mon entreprise se développait. La masse salariale avait doublé et j'ai dû faire face à un retard d'expédition énorme qui a failli faire couler notre trésorerie pour le trimestre. Je ne suis même pas entrée dans les détails. J'ai juste dit que c'était serré. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'a pas offert de trouver une autre solution. Elle a juste dit « d'accord » et a raccroché. C'était mardi. Jeudi soir, mon père m'a dit que je ne faisais plus partie de la famille. Vendredi matin, j'ai trouvé la lettre. Elle avait été glissée dans la boîte aux lettres comme un menu de pizza, imprimé sur du papier blanc simple, sans enveloppe. Ne montre plus jamais ton visage ici. C'était plus court que le message, encore plus froid. L'encre n'avait pas encore séché quand je l'ai dépliée, comme si elle avait été écrite à la hâte. Je l'ai lu 1 fois, puis 2 fois, puis je suis allée à la cuisine, je me suis versé un café et j'ai commencé à examiner les chiffres. La première chose que j'ai faite a été de clôturer ma partie de l'entier. Tous nos accords de développement à long terme se sont envolés. J'ai signé ma part, détaché mon nom des enregistrements commerciaux et transmis la libération formelle à l'avocat de l'entier. Ensuite, il y a eu la fiducie. Mon père aimait se vanter que nous étions une famille unie par la structure. Il disait toujours ça comme une menace. J'ai envoyé un email au fiduciaire, j'ai joint mes documents de retrait et j'ai demandé la radiation de toutes les participations financières collectives, des actifs, et je n'ai pas répondu. J'ai juste renvoyé le PDF notarié. J'ai déposé la séparation légale de toutes les entités communes avant le dîner. Cela incluait la maison à Tao, le bureau du centre-ville qu'ils utilisaient pour leur rentrée, et la société écran à travers laquelle j'avais tranquillement laissé leurs erreurs transiter. À 5h08 le lendemain matin, Emma m'a réveillée avec un message. « Que as-tu fait ?» J'ai regardé l'écran dans le noir et j'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer sans demander la permission. À 8h17, un email de l'avocat de ma mère a atterri dans ma boîte de réception. « Nous devons parler aujourd'hui. »
Alors, j'y suis allée. Sans prévenir, je suis entrée. Il avait l'air de ne pas avoir encore pris son café. Son ton était doux, mais ses mains le trahissaient, brassant trop rapidement les papiers, jetant un coup d'œil à un écran qui affichait probablement une douzaine d'alertes rouges de leur banque. Il m'a demandé si j'envisageais de suspendre la séparation. Il a dit que les choses allaient trop vite, que les émotions étaient peut-être vives. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien d'émotionnel à cela. Mon implication a pris fin lorsqu'ils m'ont clairement fait comprendre que j'étais juste une ressource, pas une personne. Ce qu'ils ne comprenaient pas, ce à quoi ils n'avaient jamais pensé, c'est que presque tout ce sur quoi ils comptaient venait de moi. Pas seulement l'argent, la structure, l'accès. L'entreprise de fourniture paysagère de mon père financée par ma ligne de crédit privé. Il n'aurait jamais obtenu le prêt à son nom après ce bazar avec l'IRS il y a 10 ans. L'école d'Emma payée par des extensions liées à la garantie de mon entreprise. Elle n'a jamais su ça. L'organisation à but non lucratif de ma mère a survécu grâce à des dépôts automatiques mensuels qu'elle pensait probablement provenir des actifs familiaux. Ce n'était pas le cas. Ils venaient de moi, discrètement, automatiquement. La première fois que j'ai dit que c'était difficile, ils m'ont coupé. Alors maintenant, je les coupe. J'ai quitté le bureau de l'avocat sans lui serrer la main. Il ne m'a pas arrêté, a juste dit, s'il vous plaît, ne prenez plus de décision. Finissez en jusqu'à ce que nous reparlions. Je ne lui ai rien promis. Parce que les décisions étaient déjà prises. Il ne savait juste pas ce que ces décisions allaient leur coûter. Dès le lundi matin, les fissures ont commencé à apparaître. Emma a été la première. Elle a fait exploser mon téléphone avant 8 heures. Appels, messages, notes vocales. Un texto s'est démarqué plus que les autres. Que as-tu fait? Mon compte est gelé. Je ne peux même pas transférer le loyer. Répare ça. Je l'ai regardé une minute avant de poser mon téléphone. Il n'y avait rien à réparer. Plus maintenant. Son appartement à Manhattan n'était pas bon marché. Je le savais car j'avais co-signé le bail il y a 2 ans quand elle a décidé que vivre sur le campus était trop déprimant. Le virement mensuel de mon compte personnel arrivait toujours le 25. Pas ce mois-ci. La règle de transfert avait été supprimée, ainsi que tous les autres paiements prévus qui m'étaient liés. À 11h12, j'ai reçu un appel de Greenville Bank, Wells Fargo Commercial Division. Une femme nommée Melissa m'a demandé si je confirmais le nouveau statut de la carte de l'entreprise. Je lui ai dit oui. Elle a fait une pause et m'a demandé si je voulais prévenir les autres titulaires de carte. Je lui ai dit non. Ils le découvriraient assez tôt. Voyez-vous, Greenville n'était pas l'entreprise de mon père dans les sens où il le pensait. Il en était le fondateur, mais le prêt commercial, ma signature, le compte fournisseur mis en place grâce à mon réseau, le crédit d'entreprise, tout cela sous mon parapluie de crédit. Quand il m'a mise dehors, il a oublié que la paperasse disait encore le contraire. À 13h, Emma a essayé à nouveau. Le ton avait changé. Elle ne criait plus, tapait juste plus vite. Ok, dis-moi juste ce que je dois faire. J'ai besoin de récupérer l'accès, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu. Elle ne m'a jamais demandé de toutes ces années comment je parvenais à suivre. Elle ne m'a jamais demandé quel prix cela me coûtait. Chaque fois que j'hésitais, elle le rendait personnel. Elle disait que je ne me souciais pas de son avenir. Quand j'ai dit que je ne pouvais pas aider cette fois, ils n'ont pas demandé ce qui se passait. Ils m'ont juste effacé. Maintenant, ils réalisaient que j'étais le système dont ils dépendaient, pas juste une pièce. À 15h, l'avocat de ma mère a rappelé. Il n'était plus composé. Il m'a demandé si j'accepterais de suspendre temporairement la séparation juste pour gagner du temps afin de stabiliser la fiducie. Je lui ai dit non. Il m'a demandé ce qu'il faudrait pour négocier. Je lui ai dit qu'il était trop tard. Mon téléphone a vibré à nouveau à 16h30. Un email de mon père. Répare ça maintenant. Pas de salutation, pas d'explication, juste ça. Cela ressemblait à une étrange inversion des rôles. Comme si c'était lui qui mendiait maintenant, mais ne savait toujours pas comment. Il m'appelait la discrète parce que je ne discutais pas. Je travaillais,
je faisais en sorte que les choses se passent. Je pense qu'il pensait que ce silence signifiait la loyauté, que je serais toujours là. Mais ce n'était jamais de la loyauté. C'était de la retenue. Et c'est différent. À la tombée de la nuit, le groupe de discussion familiale était mort. Même ma mère n'a pas posté sa photo habituelle de fin de journée de la table du dîner. Ce silence m'énervait autrefois. Cela me donnait l'impression d'être à l'extérieur de quelque chose pour lequel je payais pour en faire partie. Mais cette fois, le silence était mérité. Je n'appartenais plus à ce groupe. Pas parce qu'il m'avait mise dehors, mais parce que j'avais enfin tourné les talons. Et pour la première fois, je ne me sentais pas coupable. Je me sentais libre. Dès mardi, il ne s'agissait plus seulement de comptes gelés. C'était l'effondrement. Emma a finalement appelé d'un numéro différent. J'ai décroché par pure curiosité. Elle n'a même pas dit bonjour. Tu as gelé le compte de charité de maman. Elle a dit qu'il l'avait appelé au milieu d'une réunion du conseil d'administration. Elle ne savait même pas qu'il était sous ton nom. Je n'ai pas répondu. Elle a continué à parler. Elle a dit que j'étais cruelle. Elle a dit que je punissais des gens qui m'aimaient. J'ai attendu qu'elle dise une seule chose honnête. Juste une. Mais elle n'est jamais venue. La seule raison pour laquelle l'organisation à but non lucratif de ma mère passait la conformité était parce que je mettais gratuitement mon équipe d'audit à leur disposition. La raison pour laquelle ils avaient un site web fonctionnel, un pipeline de donateurs, même l'électricité. Mon financement mensuel déguisé en soutien familial. Ils pensaient que l'argent provenait d'une fiducie conjointe. Ce n'était pas le cas. Il venait de mon compte professionnel chaque premier lundi du mois. Cela s'est arrêté aussi. À midi, ma mère a finalement appelé, pas pour demander si j'allais bien, pas pour parler de ce qui s'était passé, juste pour dire « Je sais que tu es contrarié, mais tu détruis tout ce que nous avons construit. » Ce mot, « nous », a fait une différence. Elle voulait dire ce que j'avais construit. Et je pense qu'au fond d'elle-même, elle le savait. Elle ne pouvait juste pas le dire à voix haute. 1 heure plus tard, son avocat m'a envoyé un email. Objet, demande urgente de cesser toute action. Il m'a demandé si j'envisagerais une pause temporaire dans tout autre changement. Il a dit que les choses dégénéraient et qu'ils avaient besoin de temps pour réagir. Je n'ai pas répondu parce qu'il n'y avait pas de pause quand ils m'ont dit que je n'appartenais pas, pas d'hésitation quand ils ont envoyé ce message, pas d'avertissement quand ils ont écrit cette lettre. Ils m'ont coupé sans poser une seule question. Alors maintenant, je faisais la même chose avec précision. Cet après-midi-là, j'ai contacté le comptable, lui ai dit de finaliser la réaffectation des biens partagés. Tout ce qui relevait de la société holding familiale a été divisé et ma part a été liquidée. Il garderait la maison de Tao mais perdrait l'appartement de Denver. Il garderait l'entrepôt mais pas les droits de location. Mon père ne saurait pas ce qu'il avait frappé avant que sa tournée de livraison ne soit refusée pour non-paiement. À 18h01, j'ai reçu un appel de mon vieil ami Marcus qui s'occupe de l'exécution des contrats. Il a dit que mon père avait appelé, confus et paniqué parce que ses fournisseurs refusaient de nouvelles commandes. « Est-ce que quelque chose s'est passé ?» a demandé Marcus. Il a dit que les canaux de paiement étaient hors service. Je lui ai dit qu'ils n'étaient pas hors service. Ils avaient disparu. À la nuit tombée, tout était redevenu silencieux. Sauf que cette fois, je savais exactement ce qu'ils faisaient. Assis dans leur maison séparée sur leurs téléphones séparés, appelant des avocats, des comptables, des membres du conseil d'administration, essayant de comprendre comment cela était arrivé si vite. Et la réponse était simple. Cela n'était pas arrivé vite. C'était arrivé à la seconde où ils m'ont dit que je ne faisais pas partie d'eux. Mercredi matin a commencé étrangement. Je me suis réveillée dans le silence. Pas de nouveaux emails de l'avocat de ma mère, pas de texto d'Emma, rien de mon père. Pendant un instant, j'ai pensé qu'ils avaient enfin abandonné. Peut-être que le chaos les avait poussés dans une sorte de retraite stupéfaite. Puis mon assistante m'a transmis une notification de notre ancien compte de stockage cloud partagé. Une tentative avait été faite à 3h19 du matin pour réinitialiser le mot de passe administrateur en utilisant l'une de mes anciennes adresses de secours, une adresse à laquelle seules 3 personnes avaient accès,
moi, mon père, et le fiduciaire. J'ai vérifié le journal IP. C'était l'adresse d'Emma. Alors maintenant, ils essayaient de retrouver leur chemin. Le truc, c'est que j'avais déjà migré tout vers une nouvelle infrastructure, des serveurs propres, des autorisations segmentées. Mais je n'avais pas encore supprimé l'ancien système car il restait une chose, un dossier que j'avais intitulé Frosteline. C'était une police d'assurance silencieuse, des copies de contrats, des dossiers financiers et des mémos internes que personne ne pensait que j'avais. Des choses qu'ils avaient faites en mon nom sous le manteau il y a des années. Les sauvegardes et utilisations qui n'auraient pas l'air belles pour l'IRS ou le conseil de licence. Ils pensaient probablement pouvoir entrer, supprimer, faire comme si rien n'avait jamais existé. Au lieu de cela, ils ont déclenché le verrouillage automatique. Emma a appelé 5 minutes plus tard, la voix aiguë, exigeant de savoir ce que signifiait Frosteline. Elle a dit qu'elle ne l'avait pas ouvert, qu'elle avait juste vu le nom. Mais je la connaissais. Elle n'aurait pas appelé si elle n'avait pas vu quelque chose qui lui faisait paniquer. J'ai raccroché sans répondre. À midi, j'ai reçu un texto du fiduciaire. Premier contact depuis le retrait initial. Il a juste dit que nous devions parler en personne. J'ai accepté de le rencontrer à son bureau au centre-ville. Il avait l'air épuisé, a dit que la famille avait convoqué 3 réunions d'urgence, chacune plus chaotique que la précédente. Mon père était apparemment sur le point de liquider une partie de son entreprise pour couvrir la masse salariale. Ma mère avait 2 membres du conseil démissionnaire de son organisation à but non lucratif après avoir vu les fonds gelés. Emma avait déjà essayé de demander un prêt privé et avait été refusée. Puis il m'a regardé et a dit quelque chose que je ne m'attendais pas. Elle a essayé de te blâmer pour les problèmes d'audit de la charité. J'ai cligné des yeux. Il a hoché la tête. Il a dit que tu contrôlais les livres, que tu cachais des choses, mais ce n'était pas le cas, n'est-ce pas? Je lui ai dit, non, je ne cachais rien. Je ne faisais que nettoyer leur messe. Puis il m'a surpris à nouveau. Il m'a tendu une petite clé USB noire. Ceci vient des archives de ton grand-père. Il l'a laissé avec la fiducie quelques années avant sa mort. Il a dit que c'était pour celui qui s'en va en premier. Je pense que c'est toi. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste prise. De retour à la maison, je l'ai branchée sur ma machine hors ligne. Elle contenait un dossier, une série de lettres numérisées, des lettres personnelles, des lettres de mon grand-père, à mon père, à ma mère, et à moi. Il avait tout vu venir. Le contrôle, le sentiment de droit, le landrin financier. Et dans la dernière lettre adressée nommément à moi, il avait écrit « Si tu lis ceci, tu as déjà fait le choix difficile. Ne les laisse pas revenir. Pas de nouveau. Pas même une seule fois. » Je suis restée assise là pendant longtemps après cela. L'homme était parti depuis près de 6 ans, et il me comprenait toujours mieux que quiconque dans cette famille. Alors, j'ai suivi son conseil, et à la tombée de la nuit, j'ai fait un dernier geste. J'ai transféré la propriété du seul actif familial restant encore partiellement en mon nom, la maison de vacances à Carmel, à une société holding privée, que je contrôlais. Mes parents l'utilisaient tous les printemps. J'ai changé les serrures, envoyé la confirmation de transfert de titres directement dans leur boîte aux lettres électroniques. À 20h07, ma mère a appelé pour la première fois de la semaine. J'ai laissé sonner. Le jeudi a commencé tranquillement, presque trop tranquillement. Pas de mail, pas de texto, pas de nouveaux messages vocaux, juste le silence, comme s'ils avaient collectivement décidé de retenir leur souffle. Puis, vers 10h30, la sonnette a retenti. Je n'attendais personne, mais je savais déjà qui c'était avant même de vérifier. Ma mère se tenait dehors avec une boîte de pâtisserie à la main. Pas de manteau, pas de sac à main, juste la boîte. Et ce sourire habituel qu'elle portait quand elle voulait quelque chose, mais ne voulait pas le demander directement. Je n'ai pas ouvert la porte. Je l'ai juste regardée par-dessus le rideau alors qu'elle restait là pendant près de 5 minutes sans frapper. À un moment donné, elle a regardé la porte comme si elle s'attendait à ce qu'elle s'ouvre toute seule. Puis elle a posé doucement la boîte, lissé son pull, et est retournée à sa voiture. À l'intérieur se trouvaient 2 muffins aux myrtilles de cet endroit hors de prix qu'elle n'avait jamais aimé jusqu'à ce que je lui offre une carte cadeau là-bas il y a 2 anniversaires.
Glissée sous le couvercle, une note. Parlons. Tu nous manques. Je n'ai même pas apporté la boîte à l'intérieur. Je l'ai jetée directement à la poubelle extérieure. À l'heure du déjeuner, Emma avait changé de tactique. Elle a envoyé un email plus long que tout ce qu'elle m'avait jamais écrit auparavant. Elle a dit qu'elle avait été stressée, que nous avions tous dit des choses regrettables, que personne d'entre nous ne pensait que les choses iraient aussi loin. Elle a mentionné des souvenirs de famille, des choses que nous faisions enfants, à quel point elle me manquait. Mais ce qui ressortait, ce n'était pas ce qu'elle disait, c'était ce qu'elle ne disait pas. Aucune mention du premier message de papa, pas d'excuses, juste une douce réécriture des faits, comme si nous avions tous été entraînés dans un malentendu. Et d'une manière ou d'une autre, j'étais aussi à blâmer. À 14h50, une notification est apparue du système de verrouillage intelligent des propriétés de Carmel. Quelqu'un avait essayé de déverrouiller le portail avec un code expiré. Les 4 derniers chiffres étaient l'anniversaire de mon père. Il testait, voyant s'ils avaient encore accès. Ils n'en avaient pas. À 16h, mon père a finalement rompu son silence. Pas avec un email, pas avec un appel, mais un message vocal à l'ancienne depuis un numéro que je ne reconnaissais pas. Ma fille, commença-t-il, puis rien pendant quelques secondes. Je pouvais entendre un léger écho, comme s'il marchait dans une pièce. Nous ne voulions pas que ça se passe comme ça. Ta mère et moi, nous étions en colère. Nous pensions que tu nous tournais le dos. Mais ce n'est pas ce que nous voulions. Le message s'est terminé avant qu'il ne dise quoi que ce soit de significatif. Je n'ai pas supprimé. Je l'ai juste sauvegardé comme preuve. Ce soir-là, je me suis assise dans la cuisine à examiner des papiers de restructuration. Ma femme s'est assise en face de moi, nourrissant silencieusement notre plus jeune. Au bout d'un moment, elle a levé les yeux et m'a demandé si j'étais sûre, vraiment sûre, de procéder au dernier cycle d'expulsion. J'ai hoché la tête. Ce n'était pas une vengeance. C'était une reconnaissance. Je ne détruisais rien. Je le révélais. Puis à 19h40, mon avocat a appelé. Il semblait amusé, comme s'il ne croyait pas tout à fait ce qu'il lisait. Ils ont déposé une plainte contre la maison de Carmel, dit-il. Ta mère a soumis une note manuscrite d'il y a 5 ans affirmant que tu avais dit qu'il pouvait l'utiliser quand il voulait. Je me suis souvenu de cette note. Je l'avais griffonnée sur un post-it lors d'un Thanksgiving une année. C'était plus une blague. Ils essayaient de dire que cela signifiait la propriété. Ils deviennent désespérés, a-t-il ajouté. Je lui ai dit de procéder à la contre-requête. Je voulais que chaque intérêt partagé soit dissous, pas suspendu, pas discuté, dissous. Le plus drôle, c'est qu'ils pensaient que cela concernait une maison ou des comptes bancaires gelés. Mais les vrais dégâts étaient déjà faits. Pas à moi, mais à eux. Parce que plus cela durait, plus les gens commençaient à poser des questions. Cette nuit-là, j'ai reçu un message de Lisa, ma cousine, celle qui restait toujours silencieuse, qui regardait toujours à distance. Elle a écrit, Emma perd les pédales. Ta mère essaie de faire comme si de rien n'était. Ton père n'est pas sorti de son bureau de la journée. Les gens commencent à remarquer ce qui se passe. Je lui ai renvoyé une seule phrase. Il voulait que je parte. Il ne s'attendait juste pas à ce que j'emporte tout avec moi. Parce que c'est ce qui s'est passé. Ils m'ont chassé comme si j'étais un fardeau. Ils ont oublié que j'étais la raison pour laquelle toute la machine fonctionnait encore. Maintenant, la machine tombait en panne et ils commençaient à réaliser qu'il n'y avait aucun moyen de la réparer. Cela s'est terminé comme ces choses se terminent toujours. Trop tard. Trop silencieux. La sonnette a retenti à 18h34 un dimanche. Je l'ai ouverte sans vérifier la caméra parce que je savais déjà. Mon père se tenait là, tenant une grande boîte en plastique remplie de vieux albums photos. Il avait l'air différent, pas plus vieux, pas fragile, juste étranger, comme quelqu'un qui avait été rétrogradé dans sa propre histoire et qui n'avait pas encore compris comment la réécrire. Il n'a pas dit mon nom. Il a juste fait signe vers la boîte. Ta mère voulait que tu les aies. Je n'ai rien dit. Il a attendu. L'air entre nous semblait étrange, tendu, mais pas de manière dangereuse, comme s'il se tenait dans la mauvaise file, et le savait, mais ne voulait pas bouger.
J'ai reculé et je l'ai laissé poser la boîte. Je ne l'ai pas invité à entrer. Il n'a pas demandé. Avant de se retourner pour partir, il a dit une dernière chose. Nous n'attendons rien. Je pensais juste que tu aimerais peut-être les revoir. Puis il est parti. À l'intérieur de la boîte se trouvaient de gros albums, des pages pelées collantes du temps, des voyages d'enfance à Yellowstone, moi tenant Emma dans une piscine quand elle avait 3 ans. Ma mère avec des lunettes de soleil trop grandes, riant au soleil. Tout cela ressemblait maintenant à un musée. Des photos de personnes qui avaient autrefois bien joué leur rôle, mais qui avaient depuis longtemps cessé d'y croire. Au cours des jours suivants, les appels se sont ralentis. Les emails se sont adoucis. Même le ton d'Emma a changé. Elle a envoyé un message soigneusement formulé disant qu'elle comprenait que j'avais besoin d'espace et que les choses avaient dégénéré. Elle ne s'est pas excusée exactement, a juste fait allusion à des regrets, comme si c'était un coupon qu'elle n'était pas sûre de vouloir utiliser. Mais je n'ai pas répondu. J'en avais fini de rencontrer les gens à mi-chemin quand c'était eux qui avaient brûlé le pont. Ma mère a commencé à envoyer des cadeaux pour les enfants, des livres, des puzzles, de petites notes à l'intérieur avec des phrases comme « Je pense à vous tous et mes petits-enfants me manquent ». Elle n'a jamais utilisé leur nom. Elle n'a jamais demandé à les voir. C'était comme si elle essayait de construire quelque chose mais ne savait pas comment commencer son plan. Ma cousine Lisa est venue un après-midi, m'a apporté du café et s'est assise sur le porche avec moi. Elle a dit que le reste de la famille était en effervescence. Mes parents agissaient différemment. Ta mère n'arrête pas de parler de l'anniversaire de ta fille le mois prochain. Elle a dit qu'elle prévoyait comme si elle était toujours invitée. Elle ne l'était pas. Je lui ai dit la vérité, que je ne me souciais pas de leur changement. Je ne me souciais pas s'ils envoyaient des cadeaux ou jouaient les gentils ou prétendaient comprendre. Ce qui importait, c'est ce qui s'était passé à partir du moment où j'avais dit que c'était difficile. Juste difficile. Et il m'avait dit que je ne faisais plus partie d'eux. Tu ne reviens pas de ça. Pas vraiment. Le tribunal a tout finalisé cette semaine-là. La dissolution de la fiducie, la séparation des biens, les dernières coupures nettes à travers le désordre que nous appelions autrefois propriété commune. Leur avocat ne s'est plus battu. Il a juste signé et est passé à autre chose. Probablement fatigué de faire semblant qu'ils avaient encore un levier. La maison de Carmel était officiellement à moi. Les entreprises étaient entièrement séparées. Mon père a dû liquider une partie de Greenvay pour couvrir les arriérés de paiement de ses employés. L'organisation à but non lucratif de ma mère a fermé son bureau principal et est passée aux opérations à distance. Emma est descendue dans un studio et a commencé à laisser entendre sur les réseaux sociaux qu'elle apprenait à vivre plus simplement. Chaque porte par laquelle ils avaient autrefois accédé à moi, financière, légale, émotionnelle, était partie, verrouillée, déconnectée. Ils ont quand même commencé à se montrer. Des visites non invitées, pas souvent, mais juste assez. Déposant des jouets, laissant des cartes faites à la main, souriant trop fort. Une fois, ma mère a offert de garder les enfants pendant que ma femme et moi nous préparions à sortir. Je lui ai dit non. Elle a souri et a dit, bien sûr, je comprends. Comme si elle ne comprenait pas. Et le pire, c'est que tout le monde a commencé à se retourner contre moi. Des parents éloignés ont appelé et ont dit que je devrais être plus indulgente. Ils essaient, Odélin. Ne les punis pas pour toujours. Même Lisa avait l'air mal à l'aise quand je lui ai dit que mes enfants ne connaissaient pas leurs grands-parents. Mais voici le truc. Ils ont fait un choix. Ils m'ont dit que je ne faisais plus partie d'eux. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas mendié. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste écouté. Et puis j'ai accepté. Maintenant, ils veulent que j'oublie tout parce que les conséquences leur ont fait peur parce que leurs mains sont vides. Mais je me souviens à quoi cela ressemblait quand leurs mains étaient pleines et qu'ils en demandaient toujours plus. Alors maintenant, quand ils viennent me voir, je les laisse frapper. J'ouvre la porte. Je les remercie pour le cadeau. Je dis que les enfants sont occupés. Je ne les fais jamais entrer. Ils viennent maintenant par l'entrée visiteur. Ils ne s'assoient pas à table. Ils ne restent pas longtemps. Ils repartent avec les mêmes sourires qu'ils portaient quand ils me mentaient au visage.
Et moi, je dors enfin. Plus de transferts tardifs. Plus de textos de culpabilité. Plus de dettes enveloppées d'amour. Juste la paix. Et cela vaut plus que tout héritage qu'il pensait pouvoir offrir.